ensuite d'épidémiologie. On parlera de la prise en charge de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Dans les différents traitements qui existent, on parlera plus précisément évidemment du prostaglandine et de la molécule qui nous intéresse aujourd'hui. Prostaglandine, composition, indication, pharmacologie, et on positionnera le produit par rapport à l'arsenal thérapeutique existant. Alors, pour introduire, d'abord on va parler de la prostate. La prostate, c'est une petite glande qui est pas plus grosse que la taille d'un poing, qui se situe en dessous de la vessie, à ce niveau-là, et qui a un rôle au niveau de l'appareil reproducteur masculin. Donc les femmes n'ont pas de prostate. Bah, c'est un élément que tout le monde ne sait pas nécessairement. Et au point de vue de sa fonction, la prostate, son rôle, c'est de sécréter et stocker une partie du liquide séminal. Donc une fois que le sperme remonte, les spermatozoïdes remontent, ils seront mélangés au liquide séminal. Et son deuxième rôle à la prostate, c'est un rôle de muscle qui permet l'évacuation de l'urine et du sperme, parce que ça passe par le même canal, qu'on appelle l'urètre. Donc ici, la prostate se situe sous la vessie et est traversée par l'urètre, et en se contractant, elle permet l'évacuation soit de l'urine, soit du sperme, en fonction de la situation qu'on lui prête. Donc, de par sa situation et ses fonctions, on imagine bien comment la prostate peut avoir un impact soit sur l'appareil reproducteur, mais aussi sur l'appareil urinaire masculin. Donc maintenant que vous avez une bonne idée de ce que c'est la prostate, tout le monde a bien compris le concept, parce qu'il y aura des questions là-dessus. Maintenant que vous avez compris ce qu'est la prostate, on va parler de la pathologie qui nous intéresse pour le traitement du prostaglandine, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il faut savoir que la prostate peut être sujette à deux types de pathologies, deux grandes familles de pathologies, soit cancer de la prostate, soit l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie, ça veut dire que la prostate augmente de volume. L'hypertrophie, ça veut dire que le tissu augmente de volume, mais cette augmentation de volume n'est pas due à un phénomène cancéreux. Et c'est important de le savoir. C'est pour ça que le nom hypertrophie est suivi de bénigne, contrairement à un cancer qu'on qualifierait de malin, de pathologie maligne. Ici, c'est une pathologie bénigne. Alors, ce phénomène, à quoi est-il dû? On le sait assez mal, en fait. On connaît assez mal l'étiologie de la maladie, de l'origine de la maladie. On sait que ça associe à l'âge. Autrement dit, à partir de 40 ans chez l'homme, en général chez tous les hommes, on commence à pouvoir observer une augmentation du volume et de la taille de la prostate. Mais attention, d'autres phénomènes peuvent être impliqués. On les explique mal. On peut imaginer qu'il y aurait une composante génétique à ce phénomène-là. L'augmentation de la taille de la prostate, l'âge ne provoque rien en réalité. Il y a forcément une composante génétique sous-jacente, mais qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais pu élucider clairement. Alors, un truc important à retenir également, c'est qu'on ne fait pas de corrélation entre la gravité des symptômes, la sévérité des symptômes et la taille de la prostate. Chez certains patients, à partir de 40 ans, on observe cette augmentation de taille. Ce n'est pas pour ça que le patient aura déjà des symptômes. Et au fur et à mesure que le patient prend de l'âge, on peut observer une augmentation de la taille de la prostate. Certains patients n'auront jamais de symptômes pour autant. D'autres, avec une faible augmentation de la taille, auront déjà des symptômes. On va parler des symptômes plus précisément. Ça va pour tout le monde jusqu'ici? Si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc au point de vue physiopathologie, voilà ce qui se passe. D'abord, la prostate gonfle. Et au bout d'un moment, le tissu qui enveloppe la prostate l'empêche de gonfler davantage vers l'extérieur. Donc la prostate n'aura pas le choix que de se rabattre vers un gonflement en interne et vers l'intérieur de la glande. Autrement dit, au moment où elle va grossir, l'urètre va être impacté inévitablement. Elle ne peut pas continuer à grossir et à prendre du volume vers l'extérieur car le tissu l'en empêche. Donc elle aura tendance à bloquer. Donc voilà une prostate saine et voilà une prostate qui souffre d'hypertrophie. Donc le premier phénomène qu'on observe, c'est la prostate gonfle.
tissu autour l'empêche de prendre trop de volume, sinon elle finirait par prendre toute la place. Donc en gonflant au départ, dans un premier temps, elle gonfle et elle a une expansion qui va vers l'extérieur. Donc au bout d'un moment, l'expansion vers l'extérieur n'est plus possible, donc l'expansion vient vers l'intérieur. Ici, c'est l'urètre dont on a parlé qui traverse la prostate. Cette expansion vers l'intérieur aura une tendance à bloquer l'urètre, à collapser l'urètre. Donc ça veut dire que l'urine passe très mal. Normalement, on a un beau tuyau, un beau canal qui permet à l'urine de passer et d'être évacuée. Ici, l'urine a de plus en plus de mal à passer. On imagine bien que on ne contrôle pas les muscles qui sont impliqués ici pour l'évacuation de l'urine. On comprend bien qu'au bout d'un moment, le patient va avoir des troubles urinaires. Dans un deuxième temps, vous voyez une prostate normale. Ici, vous voyez que la prostate a un impact important sur la vessie qui est située au-dessus. Donc ici, vous voyez que la paroi de la vessie commence à être irritée. La paroi de la vessie est composée de tissu musculaire. Ça veut dire qu'une fois qu'elle commence à être irritée, les muscles vont se contracter de manière anarchique. Parce qu'elle est irritée, elle voit ça comme un message de remplissage où une vessie irritée commence à se contracter de manière anarchique. Et donc le patient va avoir d'une part des symptômes qui sont dus à l'obstruction de l'urètre et d'autre part des symptômes qui sont dus à l'irritation de la vessie. Les symptômes qui sont dus à l'obstruction de l'urètre, c'est une urine goutte à goutte par exemple, une difficulté à évacuer l'urine par exemple, et les symptômes qui sont dus à l'irritation de la vessie sont besoin d'uriner pendant la nuit, fréquence urinaire importante, donc il y aura besoin d'uriner souvent alors que la vessie n'est pas remplie. C'est le genre donc on a deux grandes familles de symptômes qui seront impliqués. Donc pour reprendre la slide précédente, la prostate gonfle, le tissu qui l'enveloppe l'empêche de grossir davantage, la prostate commence à compresser l'urètre. Okay. La paroi de la vessie devient irritable parce que la prostate commence à pousser dessus et cela provoque des mictions fréquentes et de faible volume. Et comme j'ai dit, on ne fait pas de corrélation entre la taille de la prostate et l'importance des symptômes. Ça va pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Adèle? Les mictions fréquentes ouais. ne font pas mal. Le fait de l'émiction fréquente, si on prend l'idée que c'est à cause de la contraction de la vessie, elles ne font pas forcément mal. Ça veut dire que le patient a besoin d'uriner fréquemment. Mais ce qui fait mal, c'est que l'urètre est obstrué, donc il aura du mal à évacuer le peu d'urine qu'il y a. En plus, la vessie est à peu près vide. Donc le patient se retrouve avec un besoin d'uriner, mais qui n'est pas un réel besoin d'uriner, parce qu'il n'y a même pas, la vessie est vide. Le sondage et un cathéter, c'est différent. Explique-moi la différence. Un sondage vésical, on passe par... le pays, mais un cathéter, c'est pas la vessie. On trouve. Avec un non, là il n'y a pas de trou, là c'est pas ce cas-là. Ici c'est plutôt un cathéter et une seule vésicale, c'est différent. Ici dans ce cas-ci c'est un cathéter. C'est-à-dire qu'on passe par la vie. Ce sera au chirurgien de décider de son médecin de décider de son intervention. Là dans ce cas-ci c'est pour un cathéter. On sent l'infirmière. Ok. Donc, ce que vous devez retenir à ça, c'est que de cette slide, c'est que dans un premier temps, on a les symptômes conventionnels entre guillemets de l'hypertrophie de la prostate, mais l'aspect obstructif peut arriver jusqu'à une obstruction complète. Ce ne sera plus des symptômes d'obstruction, ce sera un phénomène qui sera poussé à son paroxysme. Donc le patient
l'évacuation est complètement bloquée. Alors, l'indication précise de prostagène dans ce cas-là, on en reparlera des indications. Mais donc, la cathétérisation, c'est un phénomène c'est une intervention qu'on va devoir mettre en place pour le patient. Et l'intervention du prostagène, c'est au moment du retrait du cathéter pour permettre de faciliter aux patients de reprendre la fonction urinaire et d'éviter les récidives de rétention urinaire aiguë. On en reparlera après. L'obstruction urinaire peut être due à d'autres phénomènes aussi. D'intégrer une rétention urinaire aiguë. Et dans ces cas, est-ce qu'on donne toujours. Bon, je ne sais pas, peut-être, je sais pas, les caillots, les calculs de l'eau qui se positionneraient sur le bête. Alors ici, il y a deux choses. Les indications du prostagène, c'est hypertrophie bénigne de la prostate, ou traitement symptomatique de l'hypertrophie bénigne de la prostate, et rétention urinaire aiguë liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc la réponse, ce serait non, c'est juste indiqué dans le cas de rétention urinaire associée à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais en faisant la présentation en Afrique de l'Ouest en novembre-décembre l'année passée, il y a un urologue qui était là et qui a parlé d'une indication secondaire, mais alors qui n'est pas dans la notice du produit, bien d'accord, qui peut être indiquée par l'urologue s'il pense à bon escient, dans l'évacuation des calculs rénaux, pour faciliter l'évacuation des calculs rénaux. Encore une fois, c'est au médecin de prendre sa responsabilité, c'est pas dans la notice du produit. Donc la réponse c'est non, mais ça peut être un élément de réflexion pour le professionnel, pour le médecin spécialiste. Ça répond à ta question. On continue, ça va pour tout le monde, je vais pas trop vite. Alors le diagnostic le plus facile de l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est le toucher rectal. On a vu précédemment que la situation, la localisation de la prostate se situe ici sous la vessie, mais en grandissant, on va se rapprocher inévitablement du rectum. Donc le médecin, en pratiquant un toucher rectal, peut atteindre facilement la prostate et de cette manière, il pourra juger, apprécier la gravité du phénomène et l'extension des symptômes. Il peut également différencier une hypertrophie bénigne d'un cancer de cette manière. Donc ça permet un diagnostic rapide, simple et facile pour le médecin. Lorsqu'un patient se plaint de troubles urinaires, des symptômes qu'on a listés précédemment, eh bien, le médecin peut facilement déterminer est-ce qu'il s'agit d'une hypertrophie bénigne de la prostate, qui est un phénomène, comme on l'a dit tout à l'heure, relativement normal et qui arrive on parlera d'épidémiologie après, qui est assez répandu, ou est-ce qu'il s'agit d'un carcinome prostatique qui est nettement plus grave en termes médicaux. Alors voilà, donc, comme j'ai dit, ça permet de détecter la présence de nodules et d'évaluer le risque de cancer. Il y a une autre méthode diagnostique, c'est ce qu'on appelle l'IPSS, International Prostate Symptom Score. Ici, on a une liste de symptômes, je pense qu'il y en a une vingtaine de symptômes listés, et le patient va devoir donner un score à chaque symptôme. On va additionner tous les scores et on va avoir un score global. Et c'est pour ça qu'on parle de International Prostate Symptom Score. Le score global va vous permettre de différencier les patients en trois groupes. Le premier groupe, c'est les patients qui souffrent de symptômes mineurs, donc qui ont un score additionné inférieur ou égal à 7. On pourrait classer les patients également dans le groupe des symptômes modérés, s'ils ont un score qui est compris entre 8 et 19, et finalement, les patients qui souffrent de symptômes sévères, 1%. Ça veut dire que si le patient a un score de 10, on aura une diminution jusqu'à un score à peu près de 7. Si on a un score de 20, on aura une diminution entre 15 et à ces eaux-là.
on estime qu'on obtient une augmentation du G mictionnel de 15 à 30%. Donc on a vu dans les symptômes, il y avait une diminution de la force du G mictionnel. Ici, on arrive à augmenter la puissance du G mictionnel. On a également une diminution du risque de rétention urinaire aiguë. Et au point de vue toxicité, c'était toi, Clavier, qui avait un problème avec le terme toxicité et effet secondaire. Quand on parle de toxicité, on parle évidemment du profil de toxicité, donc de la liste d'effets secondaires, entre guillemets, qui est associée à la molécule. Le principal effet secondaire qu'on peut attendre, c'est l'hypotension orthostatique. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est l'hypotension orthostatique? L'hypertension quand on se lève, On passe de position assise à debout. Assise à debout. Exactement. Et pourquoi on peut attendre à une hypotension orthostatique? Dis-moi. Donc c'est pas hyper clair. C'est parce que les alpha-1 bloquants, un peu comme les bêta-bloquants, agissent sur les récepteurs vasculaires et donc provoquent une vasodilatation et donc diminuent la tension artérielle de la même manière qu'un bêta-bloquant chez un patient hypertendu. Ici, le patient n'est pas nécessairement hypertendu. Donc, s'il n'est pas hypertendu, la réduction de sa tension artérielle, ça peut se traduire en une hypotension orthostatique. Ça va pour tout le monde, ça? C'est assez évident, l'effet secondaire est tout à fait attendu avec ce genre de molécule. Mais ça reste un effet qui est non recherché, donc ça reste un effet secondaire. Les alpha-1 bloquants ont comme j'ai dit, auront une tendance à plutôt agir sur le tissu de la vessie et de la prostate, mais on ne peut pas éviter une activité résiduelle sur les récepteurs vasculaires, donc les récepteurs des vaisseaux sanguins aussi. Donc l'affinité pour les tissus vessie, prostate est bien déterminée, mais malheureusement, on ne sait pas éviter les effets secondaires qui sont liés avec la graisse. Bon, on continue avec le deuxième choix. Pour la première famille de molécules, ça va pour tout le monde. C'est la plus importante à retenir, étant donné que c'est la famille auquel le prostaglandine appartient. Tout le monde est confiant? Il y aura des questions là-dessus? Je ne vais pas vous mettre de pression, on continue. Le deuxième choix, c'est les inhibiteurs de 5-alpha réductase. Donc la 5-alpha réductase, c'est une enzyme. Donc là, on n'est plus sur des récepteurs immobiles, c'est une enzyme, donc des protéines, qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone. Il se trouve que la testostérone et la dihydrotestostérone agissent toutes les deux, c'est deux molécules qui agissent sur la prostate. Mais la dihydrotestostérone a une action plus puissante sur la prostate. Sur la contraction de la prostate. Donc, en inhibant la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone, on évite à la testostérone de se transformer en molécule plus puissante pour faire contracter la prostate. Donc voilà le mode d'action. Vous ne devez pas retenir ça, mais pour avoir une idée du mode d'action, donc ça n'a rien à voir avec le mode d'action de la première classe des alpha-1 bloquants. C'est un deuxième choix. Donc, en général, un deuxième choix, on ne choisit pas en priorité, il vient après un échec du premier traitement. Ici, on choisit particulièrement en cas d'inefficacité des alpha-1 bloquants, c'est-à-dire que le patient a déjà été sous alpha-1 bloquant. Malheureusement, ces symptômes n'ont pas disparu ou se sont aggravés ou il considère ne pas être suffisamment soulagé. Donc on pourrait choisir un inhibiteur de 5-alpha réductase dans ce contexte-là, ou en cas d'augmentation du volume de la prostate supérieur à 30 mm. Comme on l'a dit, le premier choix de traitement, les alpha-1 bloquants, n'ont pas d'effet sur le volume de la prostate. Ici, si. Donc si la prostate devient trop grosse et ça devient inquiétant, on pourrait, à l'urologue d'en juger, on pourrait être tenté par ce deuxième choix. Malheureusement, c'est une classe de médicaments qui est efficace qu'après 6 mois. Contrairement à la première classe, j'ai bien dit 1 mois. Ça fait une grosse différence. T'es sourd.
Alors, on a malgré tout un effet favorable sur le score total des symptômes. Donc, on aura une diminution du score IPSS, une réduction du volume de la prostate, ce qu'on n'obtenait pas avec la première classe, une diminution du risque de rétention urinaire aiguë, ce qu'on avait également avec la première classe, et une diminution de la nécessité d'intervention chirurgicale. Mais au point de vue toxicité, on a dit que l'effet secondaire pratiquement seul et unique de la première classe était l'hypotension orthostatique. Ici, le profil d'effet secondaire des inhibiteurs de 5-alpha réductase est nettement plus important et nettement plus contraignant pour le patient. Par exemple, impuissance, diminution de la libido, trouble de l'éjaculation, gynécomastie. Vous savez ce que c'est, gynécomastie? Non? C'est non. Ça chez les hommes. Tout à fait. Apparition de seins chez les hommes. Rage cutanée, donc rougeur cutanée, irritation cutanée. Toxicité pour les femmes enceintes. Donc attention, si le patient est encore sexuellement actif, malgré son âge et ses problèmes de prostate, si sa femme est enceinte ou si elle veut tomber enceinte, c'est pas possible pour le moment d'avoir des relations sexuelles. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Ouais, le traitement risque de durer, c'est des traitements chroniques. Et on continue. Surveillance du risque de dépression, d'idées suicidaires et retard du dépistage de carcinome prostatique. Donc on comprend bien qu'il s'agit d'un deuxième choix qui est un véritable deuxième choix. C'est pas, il n'y a pas des, enfin, je suis pas urologue, mais j'imagine bien que l'urologue ne va pas hésiter entre un alpha 1 bloquant et un inhibiteur de 5-alpha réductase. C'est vraiment réservé aux patients qui ont besoin de ce traitement-là. Parce qu'en termes d'efficacité, le seul bénéfice supplémentaire, ce serait la diminution du volume de la prostate. Mais en termes d'effets secondaires, si vous laissez le choix au patient, je peux vous dire qu'il va préférer avoir un peu de vertige quand il se lève que se taper tout ça, quoi. Ça paraît clair pour tout le monde? Sauf que là, il y a une vraie... Autant, par exemple, quand on parlait des antihypertenseurs en général, le médecin peut commencer avec un bêta-bloquant, avec n'importe quel type comme première intention. C'est une monothérapie, mais n'importe quelle classe est applicable. En général, on choisit un médicament pas trop cher, on commence avec l'hydrochlorothiazide seul, par exemple. Mais on peut choisir l'un ou l'autre de manière un peu indifférente. Ici, le choix est assez évident dans un premier temps. J'ai plutôt l'impression que les alpha 1 bloquants sont juste des traitements symptomatiques, alors que les 5 alpha réductases, ils sont vraiment correcteurs. Pas vraiment, c'est tous des traitements symptomatiques, dans ce sens qu'il n'y a aucun des médicaments qui va réellement faire disparaître l'hypertrophie bénigne de la prostate. J'entends par là, par exemple, un antibiotique, ça fait disparaître l'infection. Ça tue les bactéries, l'infection n'existe plus. Là, ça réduit le volume de la prostate, ça réduit les symptômes, mais ça ne guérit pas. Et si tu arrêtes le traitement, la prostate risque de reprendre son volume. Donc, on en arrive à là parce qu'on en discute. Donc, ce n'est pas un traitement qui est chronique comme un antihypertenseur qu'on prend tous les jours pour le reste de sa vie, mais c'est un traitement qui est récurrent. Le patient va arrêter, ses symptômes vont réapparaître à plus ou moins court terme, il va recommencer, il va arrêter, il va recommencer. Donc il va avoir d'une certaine manière des cures récurrentes. Ça va pour tout le monde? Donc voilà pour la deuxième classe. Ensuite, les anticholinergiques. Ces classes-là, c'est vraiment, je veux dire, anecdotique. C'est très peu utilisé. Je ne vois pas tellement de cas concrets dans lesquels l'urologue serait tenté de choisir ces molécules-là. Bon, elles ont été développées, elles ont été étudiées, elles ont montré un peu d'efficacité, elles sont sorties sur le marché, mais est-ce que le bénéfice apporté par ce genre de molécules est vraiment pertinent? J'en doute un peu. On a donc la classe des anticholinergiques, uniquement représentée par la solifénacine. Les anticholinergiques, c'est des traitements bien connus, avec des effets secondaires qui sont également bien connus. On ne va pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de vous mettre trop d'informations en tête, mais on le sait bien.
uniquement disponible en association avec la tamsulosine. Quelqu'un sait me dire la tamsulosine à quelle classe de traitement ça appartient? Tout à fait. J'ai une audience qui est en alpha 1 bloquant, comme l'alfusosine du prostamine. Donc, autrement dit, la sonifénacine a montré un bénéfice, mais uniquement en association avec la tamsulosine. C'est pas très convaincant d'après nous, honnêtement. Pas l'associer avec Avec les. C'est pas recommandé, ça se fera pas. Je doute que ce soit disponible sur vos marchés, la sonifénacine. C'est vraiment juste, comme je vous ai dit, c'est anecdotique. Même, honnêtement, j'ai pas de statistiques en tête, mais je doute que ce soit très vendu chez nous. On estime qu'il n'y a pas de plus-value apportée par rapport aux alpha-1 bloquants seuls. Donc on doit l'associer avec un alpha-1 bloquant, mais ça n'apporte pas de plus-value. Donc encore une fois, la pertinence du traitement est quand même à remettre en question. Ensuite, les inhibiteurs de phosphodiesterase 5, donc qui sont normalement qui ont été développés et qui sont généralement indiqués dans la dysfonction érectile, uniquement représentés par tadalafil. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer donner le sildenafil pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas été étudié dans cette indication-là et qui n'a pas été retenu, que seul le tadalafil a montré des bénéfices. C'est un traitement à plus faible dose que le traitement de la dysfonction érectile et uniquement en association avec le dutastéride. Quelqu'un sait me dire de quelle classe fait partie le dutastéride? J'entends pas. C'est juste. Donc, molécule qui a déjà une certaine toxicité, donc uniquement en association avec la dutastéride dans le cadre du traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc encore une fois, l'intérêt quand même à remettre en question. Effet modeste sur les symptômes, donc les effets sont assez limités, donc peu d'intérêt clinique et une bonne raison d'imaginer instaurer ce traitement, ce serait chez un patient qui souffrirait en même temps de dysfonction érectile, sauf que il est en association avec le dutastéride dont la dysfonction érectile fait partie des symptômes, impuissance. Donc, moi, ça existe, ça a le mérite d'exister, on le cite, mais je pense pas que ce soit vos grands concurrents quand vous allez aller faire la promotion du prostamène auprès des urologues. Alors, juste pour la citer, comme j'ai dit, il y a une alternative phytothérapeutique. Ce sont les fruits du Serenoa repens, qui est le palmier ici. Alors, dans un premier temps, il y a quelques études qui ont démontré que l'efficacité du traitement était comparable aux finastérides et aux alpha-1 bloquants, mais des études plus modernes ont montré qu'il n'y avait pas d'avantage par rapport au placebo. Comme quoi, on peut faire dire un petit peu tout ce qu'on veut aux études. Ici, je ne sais pas dans quelle mesure c'est utilisé, mais il y a des médicaments enregistrés à base d'extraits de fruits de Serenoa repens. Ensuite, on va passer aux alternatives chirurgicales. D'abord, il y a la résection transurétrale de la prostate. C'est la méthode chirurgicale de référence. Bon, les méthodes chirurgicales sont intéressantes, mais c'est un peu utilisé en dernier recours, pour la simple et bonne raison que déjà le patient doit se faire opérer, et vous allez voir, ça provoque d'autres effets secondaires, d'autres éléments, il y a d'autres conséquences, je dirais. Et malheureusement, il n'y a pas de traitement chirurgical, d'intervention chirurgicale miraculeuse. Il y a des récurrences et il y a aussi des patients qui doivent se refaire opérer et ça ne sauve pas de devoir prendre un traitement malgré tout. Donc, la résection transurétrale de la prostate, ça permet de réduire la sévérité des symptômes. Ça permet d'augmenter le débit urinaire maximal. Mais une des séquelles très fréquentes, c'est l'éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde, c'est l'éjaculation qui va dans le mauvais sens. Au lieu de sortir, le sperme retourne vers la vessie. Vous imaginez un peu les conséquences. C'est pas anecdotique, ça représente 75% des patients qui subissent ce genre d'intervention. Donc si vous subissez ce genre si ces messieurs subissent ce genre d'intervention, il y en a 3 sur 4 qui souffriront d'éjaculation rétrograde.
Le risque de réintervention pour récidive est faible, mais augmente avec le temps, environ 2% par an. Donc ça veut dire que 2% des patients qui se sont fait opérer devront se faire réopérer dans l'année. Mais avec le temps, ce taux augmente. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, 10 ans, j'ai pas de chiffres, hein, mais on peut imaginer qu'il y a une proportion importante des patients qui devront retourner en chirurgie. Ça devient de plus en plus embêtant. Deuxième type, il n'y a aucune question hein, sur les chirurgies. Je vous épargne ça. Même les urologues ne connaissent pas forcément toutes les. Il faut être chirurgien, il faut connaître le truc. Non. C'est pour que vous le sachiez, il y a plusieurs alternatives, mais elles posent toutes leurs problèmes. D'abord, donc la deuxième, c'est l'incision cervico-prostatique, qui permet de réduire la sévérité des symptômes et qui permet de réduire le volume de la prostate. On sélectionnera cette intervention plutôt que la première qui était l'intervention de référence chez les patients qui ont déjà un gros volume prostatique. Alors, le risque d'éjaculation rétrograde est moins important, mais quand même 25%. Le risque d'incontinence est de 1%, c'est pas énorme, mais c'est très contraignant. Mais là, le taux de réintervention est nettement plus significatif, 25% à 3 ans. Ça veut dire que vous avez une chance sur 4 de devoir retourner en chirurgie dans les 3 ans. C'est pas mal. Finalement, la dénomectomie, qui est l'alternative à la première méthode lorsqu'on a un volume de prostate qui est important. Encore une fois, le taux d'éjaculation rétrograde est toujours de 75%. Le risque d'incontinence de 1%, ça reste limité. Et taux de réintervention environ 2% par an. Donc on a un profil de contraintes associées et d'effets secondaires qui est assez similaire à la première intervention. Alors maintenant, on va parler plus concrètement du Prostalène. Jusque-là, tout va bien, vous avez un peu en tête l'éventail thérapeutique qui existe pour les urologues pour traiter leurs patients. Vous voyez quels sont les symptômes qu'on va obtenir, comment on va les quantifier, comment on va les évaluer, et ce qu'on peut faire pour les différents traitements, les différentes interventions chirurgicales. Prostalène, on a déjà évoqué l'idée, c'est l'alfluzosine, donc ça fait partie de la classe des sulfats bloquants. Vous imaginez bien qu'on n'allait pas aller choisir un inhibiteur de 5-alpha réductase pour chez Exfa. Donc ici, chlorhydrate d'alfluzosine, 10 mg en comprimé à libération prolongée. Viera, je t'écoute. Ici au Rwanda, on utilise l'alfluzosine, donc c'est le concurrent le plus direct de notre prostate. Donc qu'est-ce que tu vas faire auprès des médecins pour vendre ce Prostalène? Comment tu pourrais faire pour convaincre les urologues de switcher? Je leur donner conseil qu'ils sachent qu'il y a le Omix qui est sur le marché. Le Omix, la spécialité de Omix. Oui. Donc c'était une alternative qu'on peut donner aux médecins. Comme le mix est très cher, 16 000, 17 000, peut-être que Prostalène sera moins cher. Prostalène sera moins cher? Oui, donc on exploite ce volume. Ok. Merci de ton intervention. Qui peut me dire l'avantage de choisir un comprimé à libération prolongée, et particulièrement dans ce cas-ci? Charlotte? Ça diminue la prise et augmente la concentration plasmique à long terme. L'action diminue. Ok, ouais. Ça augmente l'efficacité. Ça augmente l'efficacité parce que tu as une concentration plasmatique plus constante. Oui. Ouais, on peut voir comme ça. Jessica? Libération, ça veut dire que ça va plus longtemps. Au lieu de prendre 2 comprimés, Tout à fait, ouais. Donc pour la compliance, il y a un certain avantage. Le patient ne prend qu'une fois par jour. J'ai oublié l'autre. Je me suis fait le quoi que quand le médicament
quand on parle, le dosage est très élevé et ça cause des problèmes sur le patient. Et l'organisme sélecte un pic, il sélecte la quantité qu'il en a besoin. Ok. C'est expliqué de manière un peu alambiquée, mais c'est juste. C'est-à-dire que ce dont on a discuté hier en termes de pharmacocinétique, ça s'applique pour les libérations prolongées. Donc ça veut dire que, je pense que c'est plus facile d'expliquer avec un petit schéma, ça veut dire que si on prend un comprimé à libération conventionnelle, dans le temps, imaginons qu'ici, on prend un comprimé à libération conventionnelle. Enfin là, je vois plus personne, les gars. Donc si on prend un comprimé à libération conventionnelle, on arrive avec un pic de concentration plasmatique, ça diminue avec le temps. Ça diminue avec le temps, on reprend un comprimé, ça diminue avec le temps. Donc ça veut dire que là, on a un Cmax, comme on en a parlé hier. Ici, on a un Tmax. Le Cmax, c'est assez important. Dans ce cas-ci, la concentration maximale est assez importante. Donc ça, si on dit que c'est comprimé à libération normale. Et libération prolongée. On aura une libération qui va être beaucoup plus lente et avec une concentration qui aura tendance à devenir constante. Donc le temps que ça diminue, on arrive au lendemain où on prend un comprimé et on arrive à des concentrations plasmatiques qui tendent vers une constante beaucoup plus efficacement. Et surtout, donc c'est ce que tu disais plus ou moins en termes d'efficacité, mais surtout on n'arrive pas à des pics élevés au niveau des concentrations plasmatiques. Donc on évite les... Ça, j'ai l'impression d'être une star. On évite surtout la toxicité qui pourrait être associée avec ces concentrations plasmatiques en pic ici. Et c'est à ce moment-là que le risque d'effet secondaire est plus important. Et notamment le risque d'hypotension orthostatique qui est associé au prostaglandine. Donc ici, avec une concentration plus limitée, plus raisonnable et plus constante, on arrive à éviter le problème d'effets secondaires. Donc c'est-à-dire que la classe des alpha-1 bloquants, qui est déjà avantageuse au niveau du profil de sécurité, est d'autant plus marquée qu'on a des comprimés à libération prolongée qui permettent de limiter d'autant plus cette toxicité. Je t'écoute. C'est vrai qu'ils sont de la même famille. Mais quelle est la différence entre la possible et la famille? On en parlera après. Selon les études, il n'y a pas d'étude qui a démontré une différence nette entre les différents alpha-1 bloquants. Grosso modo, on peut un peu les considérer sur un pied d'égalité. On peut considérer toutes les molécules sur un pied d'égalité. Donc voilà pour les comprimés à libération prolongée. Vous comprenez tous? Ça parle à tout le monde, ce genre de truc? Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on évite des pics de concentration sanguine importante et qu'on évite le pic, c'est le moment où la toxicité est la plus probable. Donc on évite un peu ce moment-là. Ça n'exempte pas la molécule de toxicité, hein. Ça limite l'occurrence des effets secondaires, mais ça n'efface pas le risque complètement. Alors les indications, est-ce que quelqu'un peut me donner les indications? On en a déjà quand même pas mal parlé. Ok. Donc hypertrophie bénigne de la prostate et Attention des lèvres et puis... ouais. Associé à l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est juste. Donc plus précisément, traitement des manifestations fonctionnelles de l'hypertrophie bénigne de la prostate, autrement dit, manifestations fonctionnelles ou symptômes, donc traitement symptomatique.
et thérapie adjuvante à la cathétérisation urétrale en cas de rétention urinaire aiguë en relation avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc vous voyez, ça c'est ce qui est mis dans la notice du produit. Donc on ne parle pas de calculs rénaux ou de quoi que ce soit. Donc c'est bien rétention urinaire associée à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ce n'est pas une molécule qui est nouvelle ou révolutionnaire. Les urologues connaissent déjà et savent déjà un peu comment utiliser ce type de molécule. Alors en termes de pharmacologie, on en a déjà parlé aussi quand j'ai introduit la classe des alpha-1 bloquants. Donc l'action de l'alfusosine se concentre au niveau des tissus de la prostate et de la vessie en empêchant l'action de l'adrénaline, la noradrénaline sur le récepteur alpha-1. Donc c'est des alpha-1 bloquants, ça bloque les récepteurs alpha-1 qui sont normalement sensibles à l'adrénaline et à la noradrénaline. Donc le rôle de l'adrénaline et de la noradrénaline, c'est d'augmenter le tonus musculaire. En bloquant les récepteurs, on évite cette action d'augmentation de tonus musculaire. Autrement dit, on empêche l'action stimulante et on permet le relâchement des fibres musculaires de la prostate pour la libérer de la pression exercée par la prostate sur l'urètre. Donc, en agissant sur la vessie, on agit plutôt sur les symptômes irritatifs. Grâce à la relaxation de la prostate, on arrive aussi à avoir des résultats sur les symptômes obstructifs. Ça va pour tout le monde? Pas de question. Donc, en 2 mots, on soulage les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate et de la rétention urinaire aiguë. On dit bien des symptômes, donc on est bien dans le cas d'un traitement symptomatique. Même si on arrive à réduire les symptômes, malheureusement, c'est réversible. Une fois qu'on arrête le traitement, les symptômes peuvent réapparaître et s'aggraver avec le temps. Alors au point de vue pharmacocinétique, toujours ça pour Adèle, on arrive à obtenir une meilleure biodisponibilité avec les comprimés à libération prolongée. Et on a un Tmax de 9 heures. Ça veut dire que le Tmax, c'est le temps que met la molécule pour atteindre son plafond de concentration plasmatique. Donc ici sur le dessin, il se situerait à peu près là. Donc le Tmax, ça ne veut pas dire qu'avant la molécule n'agit pas, ça ne veut pas dire qu'après la molécule n'agit plus, c'est juste le pic de concentration. C'est là où elle agit le plus. Au niveau de la distribution, pour info, on a une lésion importante aux protéines plasmatiques, 90%. Ça veut dire que malgré le temps de demi-vie de la molécule, on aura ensuite un relargage step by step de la molécule par les protéines plasmatiques. Donc on a une durée d'action qui est encore prolongée. Au niveau du métabolisme, on a principalement un métabolisme hépatique qui nous donne des métabolites inactifs, c'est-à-dire que c'est le foie qui transforme la molécule en molécule inactive, qui n'a plus d'action ni sur la vessie, ni sur la prostate, ni sur les vaisseaux sanguins. On a une élimination fécale de 75 à 91% et 11% par les reins dans l'urine sous forme inchangée. Des questions là-dessus? Ce n'est pas nécessairement des informations que vous devez retenir. Je sais que c'est des informations que parfois les médecins sont susceptibles de vous demander. Donc comme ça, vous aurez les présentations, comme ça vous avez ça qui reste quelque part. Et le temps de demi-vie? Le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, je ne l'ai pas ici, je vais regarder, j'ai des documents, je vais regarder pendant que vous faites le questionnaire. Et j'essaie de trouver le nom. Mais encore une fois, le temps de demi-vie ici aura un impact qui sera limité parce que d'une part, tu as des comprimés à libération prolongée, d'autre part, tu as une forte lésion de protéines plasmatiques. Donc, c'est une information intéressante, mais ce n'est pas forcément déterminant sur la durée d'action. En gros, c'est un comprimé par jour et ça couvre le patient pour la journée. Lorsqu'on a des comprimés
À libération conventionnelle, c'est 2 prises par jour. 2 prises de 5 mg, ici c'est 10 mg. C'est 10 mg. 10 mg. Et c'est une boîte de combien? Une boîte de 30. C'est le format le plus répandu. Il y a un concurrent dans la zone, le CFA, qui fait des boîtes de 10. Grand Baxi. Il fait des boîtes de 10. Mais bon, c'est un traitement, encore une fois, qui se donnera plutôt en cure. On a dit que les effets du traitement arrivaient dans le mois. Donc ce sera certainement pas moins d'un mois de traitement. Et la boîte de 30, c'est adapté à ce, comme on en parlait hier avec les anti-inflammatoires et tout le truc. Quand on développe une taille de packaging, elle doit être adaptée à la pathologie, à la posologie, à la durée de traitement pour le patient. Ce serait dommage d'avoir des boîtes qui ne permettent pas aux patients de couvrir toute la cure. Ce serait dommage d'avoir des boîtes qui vont donner trop de comprimés, qui vont être gaspillés. Donc il faut essayer de rationaliser et de contenter le plus grand nombre de patients, je dirais, entre guillemets. La durée de traitement. La durée de traitement, elle est variable et elle est individuelle en fonction des patients. C'est-à-dire qu'en fonction de la gravité des symptômes, en fonction de l'âge du patient, en fonction de tout un tas de paramètres, l'urologue va choisir, dans un premier temps, très probablement un alpha-inducant. On sait que les effets apparaissent dans le premier mois. Si à la fin du mois, le patient n'est pas suffisamment soulagé, il risque de devoir continuer. S'il est soulagé, il pourrait être susceptible d'arrêter. Les symptômes vont revenir plus ou moins vite, donc il devrait peut-être reprendre ensuite. C'est individualisé. C'est guérisseur. Pardon? C'est guérisseur. C'est un traitement symptomatique, j'ai dit au moins 4 ou 5 fois. Donc, si un patient a déjà eu ce problème, c'est pour la vie. Ben ouais, il me semble que j'ai expliqué. C'est un traitement qui aurait une tendance, c'est une pathologie qui a une tendance vers la chronicité et malheureusement on aura un traitement qui aura une tendance vers la récurrence. Comme j'ai dit, ce ne sera pas forcément un traitement qui sera chronique dans la mesure où il ne sera pas forcément utilisé tous les jours par le patient pour le reste de sa vie à la manière d'un antihypertenseur, mais il y aura une utilisation qui sera répétée et récurrente. Oui, Rodrigue? Une fois qu'il commence à avoir des manifestations d'hypertrophie bénigne de la prostate, il n'y a pas de traitement qui permet à la prostate de retourner à sa taille et à son volume d'origine. On sait, à moins d'avoir une intervention chirurgicale qui cause les troubles qu'on leur connaît, le patient garde sa prostate, il garde les troubles qui peuvent être associés à l'hypertrophie. Il y a des traitements qui permettent à la prostate d'avoir un volume qui se réduit, mais quand vous arrêterez le traitement, il n'y a pas de raison, la prostate va reprendre, le cours des choses va reprendre, la prostate est susceptible de reprendre un volume important. Est-ce qu'à l'accident, on peut ne pas faire de greffe? Pardon? Pas faire de greffe de la prostate. Là où Non. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'implication que peut avoir une greffe. Pour le coup, prendre une greffe, ça implique de prendre des médicaments tous les jours pour le reste de ta vie. Les anti-rejets et toute leur toxicité, tous les effets secondaires qu'ils causent. Je pense que c'est mieux de se lever quelques fois la nuit pour aller à la toilette que de prendre des immunosuppresseurs pour le reste de ta vie. Parce que les effets secondaires sont extrêmement lourds et les conséquences sont très importantes. Le risque de rejet, tout ce que ça implique, mais on ne greffe pas de prostate, j'ai jamais vu ça. On pourra demander aux urologues qui va faire la promotion. Ça paraît très important. Quelle est la question? Je dis qu'on peut confondre. Comme ça, a priori, sans faire le diagnostic, les symptômes sont similaires. Mais le diagnostic, c'est l'urologue qui le fait. S'il y a le moindre doute, s'il y a la moindre hésitation, ce
qui est pratique, je dirais, dans le malheur d'un patient qui a un cancer de la prostate, c'est qu'on peut le détecter dans le sang. Donc on fait une prise de sang et on sait diagnostiquer par un marqueur sanguin le cancer de la prostate, ce qui n'est absolument pas le cas de tous les cancers. Mais donc le phénomène est assez similaire, sauf que la prostate ne prend pas de volume pour les mêmes raisons. Quand c'est un cancer, c'est un phénomène, comme je dis, c'est une maladie qui est nettement plus grave. Ce sont les cellules cancéreuses qui vont provoquer l'augmentation de volume. Ici, c'est un phénomène génétique, je dirais, qui est normal. Pour caricaturer, c'est un peu comme avoir les cheveux gris quand on vieillit, c'est un phénomène qui est relativement normal. La prostate augmente de volume. Ça peut ou non être symptomatique. Chez les patients, c'est plus contraignant que chez d'autres, mais c'est pas, comme son nom l'indique, c'est bénin, c'est pas très grave. Le cancer retient nettement plus d'attention. Et le diagnostic, en fait, est assez. Le diagnostic différentiel est assez aisé pour ce cas-ci. Ça faisait une question. C'est bête ou pas? Parce que Il n'y a pas de question là. quand on était en stage employé, donc s'il y a beaucoup de pression de la prostate, les testicules, on voit les gens déjà âgés, leurs testicules sont gonflés. Ça n'a rien à voir. Là, pour répondre à ta question, honnêtement, ça ne fait pas partie des symptômes attendus. Les symptômes, c'est principalement sur le système urinaire. Ça ne fait pas partie de la liste des symptômes, malgré tous les livres de référence et les articles que j'ai pu lire là-dessus. J'ai pas vu de symptômes sur une augmentation du volume des testicules ou quoi que ce soit. Ça va pour toi, Adèle? Ça va pour tout le monde? Dis-moi. Quand on donne le prostalène, il s'agit plus sur l'imitation de la vessie. Ça empêche la vessie de se contracter. Tout à fait, c'est le mode d'action. La prostate reste. La prostate se décontracte aussi, parce qu'on l'a dit au début dans l'introduction, un des rôles de la prostate, c'est contracter, un peu à quoi je pourrais comparer ça. Elle se contracte pour pousser, un peu comme le cœur pousse le sang dans les vaisseaux. La prostate se contracte pour pousser le liquide, que ce soit urine ou sperme, dans l'urètre. Donc elle a aussi, c'est une glande qui a aussi un rôle musculaire. Donc, et c'est l'intervention de l'adrénaline et noradrénaline qui agissent sur la prostate pour provoquer les contractions. Ici, on empêche les contractions de la prostate, ce qui laisse un peu plus d'espace pour respirer à l'urètre. Ce qui empêche, parce que le phénomène qui se passe dans l'hypertrophie bénigne de la prostate au niveau de l'urètre, donc les symptômes instructifs, c'est que tu as l'urètre qui est au milieu, tu as la prostate qui gonfle et donc qui compresse l'urètre, sans nécessairement se contracter, parce qu'elle n'est pas spécialement irritée, la prostate. Elle augmente de volume. Il dit c'est un phénomène naturel. Elle n'est pas forcément contractée. Elle ne va pas forcément se contracter de manière aléatoire et anarchique comme la vessie qui est irritée à cause de la prostate. L'urètre est serré. L'action du prostalène dans ce cas-là, en empêchant les contractions provoquées par l'adrénaline et noradrénaline, va permettre de relaxer un peu la prostate et de laisser un peu plus d'espace à l'urètre et éventuellement un peu à la vessie aussi. Mais l'effet principal, c'est donc l'effet sur la vessie pour les symptômes irritatifs et dans une certaine moindre mesure, l'effet sur la réduction de la contractibilité de la prostate qui permet aussi à la prostate de se relaxer, donc à l'urètre d'avoir un peu plus d'espace pour vivre. Et c'est dans cette mesure-là qu'on permet de retarder ou de diminuer le risque de rétention urinaire aiguë. Ça répond à ta question? Pas d'autres questions? Bon, je vais donner la parole un peu aux autres. Je t'écoute. Merci. Moi, c'est une question de curiosité. Dans les signes irritatifs,
il y a des missions nocturnes. Ouais. Et je me demande pourquoi les missions nocturnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année pour que il y a des missions nocturnes et plus fréquentes que la journée? Tu veux répondre? Ah, ok. Bah, en fait, c'est pas spécialement plus fréquente que la journée. C'est que normalement, la nuit, on n'est pas censé avoir de mictions fréquentes. Le patient a des mictions fréquentes la journée et plus ou moins de la même fréquence la nuit. Il n'y a pas forcément une différence dans la fréquence. C'est que normalement, la nuit, tu es tranquille, tu ne dois pas te lever 10 fois pour aller aux toilettes. Là, imaginons si le patient il doit aller uriner toutes les 2 heures. Imaginons, il va devoir aller uriner toutes les 2 heures la nuit aussi. C'est très contraignant. Et donc, miction nocturne, c'est pour souligner le fait que normalement, la nuit, tu n'es pas censé avoir de raison de te lever. Oui, Adèle? Ça répond à ta question, ça? Ok, Adèle? Le patient, il est là, il a déjà les signes, il est sur le traitement ou avant le traitement. Est-ce qu'il a des douleurs à quel point il prend des antalgiques? Mais Rodrigue a posé la question tout à l'heure. La douleur n'est pas un symptôme qui est inclus dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les contraintes sont urinaires et pratiquement que urinaires. Donc on a miction fréquente, sensation de ne pas vider sa vessie, goutte à goutte, obstruction, tout ce que tu veux, mais on n'a pas décrit de phénomène douloureux là-dessus. C'est bon pour toi, là? Il y a des douleurs? C'est une question ou une affirmation? C'est une question? Ok, bah, si c'est le cas, je n'ai pas étudié le phénomène, mais si c'est le cas, bah, voilà éventuellement une méthode diagnostique. Après, le cancer a un phénomène tout à fait différent que l'hypertrophie bénigne de la prostate, même s'il y a des similitudes. Pardon? La douleur, c'est tout à fait diagnostiqué lorsqu'on fait l'autopsie électronique. Si c'est un environnement de la prostate diminué, on va suspecter du cancer. Si ce n'est pas diminué, ça va être du Intéressant. Je suppose que tout le monde n'a pas entendu. Intéressant. On continue, il n'y a plus de questions? C'est bon pour tout le monde? Maintenant, on va positionner le prostaglandine dans l'arsenal thérapeutique. On va comparer aux autres alpha bloquants, comme l'avait demandé Princesse précédemment. On va discuter aussi par rapport aux autres traitements. Alors, il y a diverses études qui ont comparé l'alfusosine à un placebo ou à d'autres traitements de l'HPP, d'autres traitements de même classes différentes. Alors, par rapport au finastéride, c'est un inhibiteur de 5-alpha-réductase. L'alfusosine a montré une supériorité. La supériorité, surtout en termes de tolérance. Donc, quand je parle en termes de tolérance, c'est en termes de moindre toxicité. Donc, ça veut dire que c'est bien, ça fait partie des effets de classe d'avoir plus de toxicité pour les inhibiteurs de 5-alpha-réductase par rapport aux alpha-1 bloquants. Des études l'ont bien démontré. Donc, ce qui était discuté théoriquement est bien démontré en termes pratiques. Alors, parmi la classe des alpha-1 bloquants, aucune étude permet vraiment de différencier, de montrer la supériorité d'une molécule par rapport à une autre. Donc, on estime que toutes les molécules disponibles, que ce soit alfusosine, tamsulosine, etc., prazosine, terazosine, auraient une efficacité similaire. Il n'y a pas d'étude qui a permis de démontrer le contraire jusqu'à maintenant, ou pas que j'ai vu. La tolérance de l'alfusosine est bonne. Donc, quand on parle de tolérance, on parle d'absence de toxicité, d'absence d'effets secondaires. Donc la tolérance est bonne, tant mieux parce que c'est un traitement qu'on risque de prendre de manière récurrente à long terme, etc. Donc s'il y a des effets secondaires, c'est embêtant. Donc ici, la tolérance est bonne, d'autant plus du fait que on est en présence de comprimés à libération prolongée qui permettent aussi d'améliorer encore le profil d'effets secondaires. C'est bon pour tout le monde? Tout ça a été évoqué plus tôt. Alors, que disent les études dans le cadre de l'HBP, de l'hypertrophie bénigne de la prostate? L'alfusosine a montré une amélioration des symptômes au niveau des voies urinaires inférieures.
Donc une amélioration des symptômes qu'on peut quantifier avec ce que j'ai appelé précédemment le IPSS, International Prostate Symptom Score. Donc ça veut dire qu'un patient qui prend rien, un patient qui prend ensuite Prostalène, il aura un score réduit grâce à l'apport du traitement. Donc il y a une efficacité du traitement sur les symptômes. L'alfusosine a également montré une amélioration du débit urinaire et permet de réduire la nécessité d'intervention chirurgicale de la prostate dans les 6 mois. Ça veut dire que si on prend des patients qui ne prennent pas de traitement, on estime que dans les 6 mois, il y a X ou Y chances qu'ils aient une intervention chirurgicale. Ces X ou Y chances sont réduites par l'intervention du Prostalène de l'alfusosine. Dans le cadre de la rétention urinaire aiguë, voilà ce qu'a démontré l'alfusosine. L'alfusosine augmente les chances de réussite du retrait du cathéter par rapport au placebo. L'alfusosine permet d'éviter des récidives de rétention urinaire aiguë. Ça veut dire qu'une fois qu'on a un premier épisode de rétention urinaire aiguë, il n'y a rien qui nous dit que ça ne pourrait pas revenir. Eh bien, au moment du retrait du cathéter, comme indiqué dans la notice du Prostalène, utiliser l'alfusosine permet d'éviter les cas de récidive. Alors maintenant, en termes de conclusion, je vais revenir sur les grandes idées et les messages principaux que vous devez retenir de la présentation. Jusqu'ici, toujours pas de questions par rapport aux données que les études nous ont permis d'obtenir. Donc pour revenir sur l'historique depuis le début de cette présentation, d'abord l'hypertrophie bénigne de la prostate, comme son nom l'indique, c'est une maladie bénigne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences énormissimes à part les symptômes qu'on connaît. Ce n'est pas une maladie qui va évoluer rapidement et négativement, qui va avoir un impact négatif sur la santé du patient. Pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, je ne vais pas parler de la rétention urinaire aiguë qui, elle, peut avoir des conséquences réellement néfastes s'il n'y a pas d'intervention. Donc l'hypertrophie bénigne, c'est bénin, contrairement au cancer. Il faut savoir qu'elle ne prédispose pas à un cancer, c'est pas parce que les patients, comme je l'ai dit, plus de 90% des patients entre 70 et 90 ans subissent des symptômes. On n'a pas démontré que les patients qui souffraient d'hypertrophie bénigne de la prostate avaient un pourcentage de chance d'avoir un cancer de la prostate par rapport aux autres. Il n'y a pas de risque supplémentaire. Mais les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent être très contraignants. Si on considère des émissions fréquentes, si c'est toutes les 2 heures, ça peut être tolérable. Si c'est toutes les heures, ça devient plus embêtant. L'émission nocturne, si on se lève 1 fois, 2 fois, 3 fois la nuit, bon, ça peut être tolérable. Mais si ça vient toutes les 2 heures, 4, 5 fois pour aller uriner, ça peut avoir un impact sur le confort de vie, sur la qualité de vie. Et on sait aussi que l'HBP, par contre, prédispose à la rétention urinaire aiguë. Donc ça peut aller plus loin. Les cas qui peuvent être quand même référés au médecin. L'hypertrophie bénigne de la prostate a également, on en a parlé, une autre prévalence. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas de patients qui apparaissent avec ce genre de symptômes. On sait que c'est un phénomène naturel, ça commence à partir de 40 ans et ça finit par toucher la moitié des hommes entre 60 et 70 ans, et 90% des hommes entre 70 et 90 ans. Ça veut dire qu'à partir de 40 ans, tout va encore relativement bien, mais c'est un phénomène inévitable qu'on observera chez les patients qui commencent à vieillir. Alors, on sait que Prostalène fait partie des traitements de premier choix pour ces indications. On sait également qu'il a montré par des études cliniques sa supériorité par rapport aux autres classes thérapeutiques. Je dis bien par rapport aux autres classes, pas au sein de sa propre classe. On a aussi également dit, et c'est important, que la toxicité est faible, et d'autant plus faible qu'on a développé un comprimé à libération prolongée dans ce cas-ci. Malheureusement, c'est un traitement qui a tendance vers la chronicité et au bout d'un moment, le patient risque de devoir avoir recours à une
l'intervention chirurgicale. Et on termine là-dessus. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Maintenant, il va y avoir un questionnaire, donc d'autant plus s'il y a quelques incertitudes. Si tout est clair pour tout le monde, dans les conclusions, vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit? C'est une comprimée en capsule de garni. Excuse-moi. C'est Prostalène. Oui, C'est une capsule. c'est les comprimés. Comprimés à libération prolongée. Rodrigue, tu as une question? Oui, je vais demander, comme on est en train de parler de l'hypertrophie, donc l'augmentation de la prostate, est-ce que cette augmentation, elle vient comme ça, elle reste comme ça, ou bien elle va augmenter? Ça dépend d'un patient à l'autre. Et le fait qu'elle puisse augmenter n'a pas forcément d'impact sur les symptômes. Donc, théoriquement, à partir de 40 ans, on voit une augmentation. Cette augmentation peut avoir un stop, elle peut à un moment plafonner, ou non, elle peut continuer à augmenter. Ça dépend du volume qu'elle a. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on fait la pause avant de faire le test? On va faire une petite pause café avant de continuer avec le test. Et à mon avis, on en aura encore pour une bonne heure après la pause. Et cet après-midi, ce sera Jean-Claude qui prendra le relais.